Docteur Boyer, bonjour. Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui est comprendre et diminuer ses émotions négatives. Que pouvez-vous nous dire sur ça? D'abord, je voudrais vous dire que les émotions négatives des patients, c'est un problème plutôt embarrassant pour les psychiatres, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque un patient vient voir le psychiatre, il lui dit qu'il est envahi par des émotions négatives, assez pénibles à supporter, et le psychiatre essaye de trouver une cause à ces émotions. Il essaye que le patient prenne conscience que sa réaction, que son émotion est une réaction émotionnelle par rapport à une situation qu'il ne désire pas. Mais souvent, le patient a beaucoup de mal à trouver une cause. Or, s'il trouvait une cause, ça serait plus pratique parce qu'en fait, on pourrait lui proposer une autre façon donc d'aborder cette situation, un autre stratagème pour aborder cette situation qui soit moins incertain, moins douloureux, etc. Mais c'est pas le cas. Alors d'abord, il y a une raison qui est due à la structure même des émotions, c'est que les émotions sont dirigées vers l'avenir. En fait, le patient a pensé à quelque chose, il a reçu une mauvaise nouvelle, voilà, il a repensé à quelque chose du passé, il ne voudrait pas que ça se répète dans l'avenir. Bon, il y a beaucoup d'associations par rapport à sa mémoire, et il redoute donc cette situation d'avenir qui va arriver. Alors que la situation présente est relativement neutre et pose pas tellement de problèmes. Mais quand on y réfléchit bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'émotions en fait qui sont tournées vers l'avenir. Par exemple, la définition en psychiatrie de l'angoisse, c'est une peur sans objet, l'objet étant l'avenir menaçant. Mais je suis pas convaincu d'ailleurs que l'angoisse ait quelque chose à voir avec la peur, ne serait-ce que parce que les réactions physiques qui accompagnent l'angoisse sont différentes des réactions physiques qui accompagnent la peur. Il n'y a qu'à se pencher effectivement sur ce qu'on ressent physiquement et on verra la différence. Ensuite, je pense qu'il n'est pas très difficile de traduire, par exemple, la dépression en je suis découragé par l'avenir qui s'annonce ou je suis désespéré par l'avenir qui s'annonce. Et je pense qu'il est facile aussi de convertir la tristesse, qui est aussi un sentiment assez difficile à saisir, parce que la personne n'est pas vraiment triste, disons qu'elle est plutôt pessimiste. Elle est sombre, elle est pessimiste. Et donc c'est toujours par rapport à ce qui pourrait arriver dans l'avenir. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'avancées neuroscientifiques sur les émotions. Il n'empêche qu'on ne comprend pas pourquoi finalement subsistent encore ces émotions pénibles. On ne sait pas très bien à quoi ça sert finalement d'avoir autant d'émotions pénibles, sinon à nous faire du mal. Alors il y a des gens qui parlent de bon stress, qui réveille, qui permet d'être aux aguets, certes, mais là on n'est pas dans le bon stress, on est vraiment dans les émotions pénibles et qui s'éternisent donc dans le cerveau des patients. Le troisième point, c'est ce que je souhaiterais proposer. Ce que je souhaiterais proposer, c'est de transformer les émotions en sentiments. Ça serait déjà plus clair. Alors évidemment, ça oblige à changer son vocabulaire, à chercher d'autres mots pour décrire ce qu'on ressent. Parce qu'en fait, je ne crois pas qu'on est... Si on veut être rigoureux sur l'explicitation des choses, je ne crois pas qu'on ressent, par exemple, un sentiment négatif pour une situation, une émotion négative pour une situation, j'allais dire, mais je pense qu'on ressent plutôt un sentiment négatif pour les gens qui ont provoqué cette situation, c'est-à-dire qui nous mettent dans cette situation. Ça, c'est la première transformation qui me paraît utile pour le traitement. La deuxième transformation qui me paraît utile pour le traitement, c'est ce qu'on va d'ailleurs développer tout à l'heure donc avec le livre, c'est-à-dire si l'on considère que l'émotion est une conduite de remplacement par rapport à une action qu'on n'a pas envie de faire. En somme, l'émotion serait une sorte de révolte, la conduite émotionnelle serait une sorte de révolte contre ce que ces gens nous imposent et qu'on n'a pas envie de faire. Voilà. Je crois qu'une fois qu'on a transformé l'émotion dans ces deux choses, c'est déjà plus facile à en débattre, à en discuter en psychothérapie. Quel est le support que vous avez utilisé aujourd'hui pour étayer vos propos? Alors j'ai choisi le livre de Sartre, Esquisse d'une théorie de l'émotion,
C'est un vieux livre et un petit livre, mais qui garde quand même donc toute sa qualité, qui apporte beaucoup d'idées sur l'émotion. D'abord, il pense que l'émotion concerne la conscience en entier, donc il emprunte à Husserl la notion de conscience émotionnelle. En fait, c'est une sorte de conscience qui est colorée par l'émotion. Puis il emprunte aux philosophes de son époque, c'est-à-dire il emprunte à Janet. Alors, la notion de Janet, c'est lorsqu'on n'arrive pas à faire quelque chose, en fait, on emprunte une façon de faire inférieure, plus automatique. Et Janet prenait des exemples. Ce qui est intéressant, c'est qu'il prenait des exemples de personnes qui sont tournées vers leur avenir et qui supportent pas les échéances de l'avenir. Il prend l'exemple d'une jeune fille qui fait une crise d'agitation quand elle a appris que son père était malade. Pourquoi elle fait cette crise d'agitation? Parce qu'elle a peur que sa vie de jeune fille soit aliénée en vie de garde malade, donc auprès de son père. Ensuite, il prend l'exemple Janet des personnes qui doivent se confesser et qui éclatent en sanglots à la place de se confesser. Sartre donc cite ces deux exemples, mais il prend ensuite à Vallon un autre exemple, c'est-à-dire ce n'est plus une conduite inférieure qui remplace la conduite supérieure, c'est un circuit primitif qui se développe quand on est enfant, qui est recouvert après par un autre circuit plus adapté en grandissant, quand on est adulte. Et quand on rencontre, toujours pour la même raison, quand on rencontre des difficultés à faire quelque chose, alors on utilise le circuit, le premier circuit primitif. Alors c'est là où il y a une phrase clé de Sartre qui est « Quand une personne se confesse, est-ce qu'elle éclate en sanglots parce qu'elle ne peut pas se confesser ou parce qu'elle ne veut pas se confesser ?» Voilà, c'est là où il introduit la notion de volonté. Donc il fait de la réaction émotionnelle une réaction volontaire et avec un côté un peu magique. Par exemple, si en citant par exemple la politique de l'autruche qui éloigne le danger en s'enterrant la tête sous la terre, ou bien la personne qui s'évanouit à l'approche d'une bête sauvage, comme si l'évanouissement allait faire disparaître la présence de la bête, ou bien l'exemple d'une personne qui supporte pas des consignes qui sont écrites sur un morceau de papier, qui finit par déchirer la feuille au lieu de prendre en compte les consignes, ou bien encore autre exemple, quand on était enfant et qu'on se vannait entre enfants et qu'au bout d'un moment on trouvait plus rien à dire aux insultes de l'autre et à ce moment-là on frappait, on essayait de changer les données du problème. Il cite aussi l'exemple des boxeurs débutants. Lorsque les points de l'autre arrivent, au lieu de garder les yeux ouverts pour pouvoir répondre mieux donc aux autres, ils ferment les yeux, ils se précipitent sur l'autre, comme si dans cette attitude un peu magique, ils allaient un petit peu annihiler en fait la puissance de leur adversaire. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire effectivement sur ce livre, et c'est pas possible de dire beaucoup de choses, trop de choses. Disons que nous, ce qui nous importe, c'est cette transformation donc de ne pas pouvoir faire quelque chose en ne pas vouloir faire quelque chose, et qui fait donc de l'émotion une conduite. Quelle solution proposez-vous pour nous aider à comprendre et diminuer nos émotions négatives? D'abord, avant de proposer mes propres solutions, ou mes propres aides, pour être humble, je dirais qu'il existe des traitements qui s'attaquent directement aux émotions. Il existe des techniques d'abord corporelles, type de relaxation. N'oublions pas que William James, qui était au XIXe siècle un grand psychologue, avait dit que les émotions, enfin que le ressenti commence par une réaction corporelle qui se transforme ensuite en émotion. C'est-à-dire, c'est parce que je m'enfuis devant l'ours que je ressens ensuite la peur, et c'est parce que c'est parce que je me mets à pleurer que je ressens ensuite la tristesse, en quelque sorte. Donc il y a une marque, il y a un ancrage en fait des émotions dans le corps. La deuxième solution, c'est les TCC. Bon, je fais un rapprochement TCC-MDR, c'est-à-dire en fait on met la personne dans la situation qui provoque des émotions et on l'amène à réagir autrement. La troisième solution, à ma connaissance, c'est plus les techniques de méditation où effectivement on joue sur une sorte de maîtrise, disons, des associations d'idées pour ne pas rester fixé donc sur une idée qui est pénible à supporter. Et enfin, il existe
les anxiolytiques, qui sont finalement assez efficaces. On peut prescrire des anxiolytiques. Et certains anxiolytiques interviennent assez rapidement, donc, par exemple, sur l'angoisse. Donc, le premier conseil que je donne, c'est d'essayer de trouver des raisons à ces réactions émotionnelles. J'ai des patients qui viennent me voir et ils sont travaillés par leurs émotions, ils sont très mal, mais ils trouvent pas les causes de leur mal-être. Et c'est embêtant parce que s'ils trouvaient les causes de leur mal-être, je pourrais toujours discuter avec eux d'une autre façon de s'y prendre qui permettrait un petit peu de les soulager. De les soulager par rapport aux échéances en particulier. J'essaye quand même d'explorer en changeant un peu de langage pour avoir un petit peu pour trouver les causes, pour qu'on se mette d'accord sur les causes. Et par exemple, je leur demande s'il y a quelque chose qui les embête, qui les contrarie, s'ils avaient quelque chose à changer, est-ce qu'ils le changeraient, est-ce qu'ils préféraient faire un retour en arrière, etc. En fait, j'essaye de chercher avec eux toujours avec la même technique, c'est-à-dire en l'employant un langage simple et qui parle au vécu et à l'enfance. Deuxièmement, je préconise de transformer l'émotion sous une forme sentimentale. Je vais prendre un exemple. Par exemple, quelqu'un me dit qu'il est très angoissé parce qu'il doit passer un examen ou un entretien d'embauche le lendemain. Tel quel, c'est difficile à soigner. Ça devient plus facile à soigner, c'est-à-dire à débattre et à argumenter, à partir du moment où la personne me dit qu'elle ressent des sentiments négatifs vis-à-vis de toutes ces personnes donc qui lui mettent des bâtons dans les roues, qui l'obligent à passer par tous ces examens, ces évaluations, et surtout qui se permettent effectivement au bout du compte donc de lui refuser, parce que c'est surtout ça la clé, de lui refuser l'accord pour l'examen ou l'entretien d'embauche. Troisièmement, ce que je propose, c'est de transformer l'angoisse en intolérance. Alors je m'explique. L'angoisse, en fait, c'est considéré comme une peur sans objet, l'objet étant dans l'avenir. Mais je suis pas sûr que, comme je l'ai dit au départ, je suis pas sûr qu'il y ait tant de points communs entre l'angoisse et la peur. C'est pas les mêmes réactions physiques autour. Il me semble que l'angoisse se rapprocherait davantage de l'intolérance, de quelque chose qu'on ne supporte pas. Et pour revenir à l'exemple précédent, je suis angoissé par ces personnes parce que je ne supporte pas l'idée, je suis intolérant à l'idée de ce qu'ils vont m'obliger à faire. C'est-à-dire d'un côté, je suis obligé de suivre le chemin qu'ils ont balisé pour moi, mais d'un autre côté, je refuse de suivre ce chemin qu'ils ont balisé pour moi. L'intolérance, on peut peut-être l'appeler autrement, enfin ce sentiment d'intolérance, qui est pénible, hein, qui est aussi, à mon avis, aussi pénible que l'angoisse, est thérapeutique. Puisqu'à partir du moment où on a une intolérance, on peut mieux se préparer à l'échéance d'un examen ou d'un entretien d'embauche. On peut discuter pourquoi on ne supporte pas, on peut dire pourquoi, dans quelles conditions je supporterais. Et enfin, donc, lorsqu'on se pointe à ces échéances, on est beaucoup moins hostile et on est beaucoup plus pacifique et en forme. Quatrièmement, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir raisonner votre intolérance. Vous allez dire, est-ce qu'il est normal, est-ce que finalement je suis traité, par exemple, je donne des exemples, est-ce que finalement je suis traité comme les autres, je ne suis pas traité plus injustement que les autres, est-ce que tout le monde finalement doit passer par là, doit passer par ces épreuves, est-ce que je dois leur en vouloir pour ça, donc finalement je peux les aborder de manière plus décontractée, et finalement est-ce que c'est si grave que ça, est-ce qu'ils tiennent vraiment mon destin entre leurs mains, est-ce que je pourrais pas effectivement rebondir et trouver une autre solution après? Cinquièmement, je vous propose de ne pas employer le je peux, mais le je veux. En fait, je dirais plutôt, n'employez pas le je ne peux pas ou je n'y arrive pas, mais plutôt essayez de le remplacer le plus possible par je ne veux pas, je ne le désire pas, ça ne me convient pas, voilà, avec toutes les nuances du je veux pas. Pourquoi? Parce que le je peux ou je ne peux pas dépend de la volonté des autres. Donc c'est impossible à soigner parce que c'est pas les autres qui sont soignés, mais c'est vous. Ensuite, le je peux, le je ne peux pas,
peut traduire une difficulté à choisir. Ça pourrait se dire, je ne peux pas choisir entre le je veux et le je ne veux pas. Je bloque parce que je ne peux pas choisir entre les deux. Et là, normalement, une psychothérapie doit vous aider à choisir avec les arguments pour, avec les arguments contre. À la suite du débat, normalement, vous devriez être plus serein par rapport à vos choix. Alors, en conclusion, je vous ai demandé de reformuler ce qui vous arrivait profondément, émotionnellement, sous une autre forme, mais ce qui n'enlève rien à votre détresse, à l'authenticité des émotions, simplement, c'est une autre façon de l'expliquer pour les rendre curables. Et particulièrement, je voudrais revenir sur le problème de la volonté et du remplacement de je peux par je veux. Alors bien sûr, je ne suis pas comme les proches de certains dépressifs. Les dépressifs se plaignent qu'on leur dise c'est un manque de volonté, tu devrais bouger, etc. Non, c'est pas ça. On ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un. Mais par contre, la psychothérapie est là pour faire un débat, pour permettre à la personne de débattre avec elle-même, c'est-à-dire les arguments qu'elle a pour ne pas vouloir face aux arguments qu'elle aurait pour vouloir. Voilà. On ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un, mais on peut le convaincre. Mais ça reste quand même incontournable. La notion de volonté et de responsabilité, ça reste quand même incontournable, puisque si on veut changer sa vie, ça dépend que de nous. Personne ne le fera donc à notre place. Et sans forcer la personne, sans lui imposer quelque chose, on peut quand même le ramener donc au problème de sa volonté.